Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent. Voilà le topo. Véritable dialogue de sourds entre l'opposition et la majorité. Relations difficiles, relations tendues entre Kinshasa et les Occidentaux, avec en toile de fond les Nations Unies et leurs multiples accusations de violation des droits de l'homme. À la majorité présidentielle, c'est Kabila ou rien, tandis que les laïcs catholiques et les opposants disent transition sans Kabila. Alors comment s'en sortir? Une question à 1000 francs congolais, croyez-vous aux élections en décembre? Je vais en parler avec Patrick Djanga. Il est secrétaire général de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, un parti de la majorité présidentielle. Ce n'est pas la première fois dans le débriefing, hein? Patrick Djanga, bonsoir. Bonsoir. 2013, les concertations. 2015, le premier dialogue. 2016, le deuxième dialogue. En clair, on soupçonne un peu votre camp et votre leader de multiplier les schémas pour se maintenir au pouvoir. Mais quelle est la meilleure façon, si c'était le cas, quelle est la meilleure façon de faire? Je pense que la meilleure façon aurait été de le prendre au mot. Mais lorsque on juge, tous les jours, on est dans des procès d'intention. Maintenant qu'on dit les élections, c'est le 23 décembre 2018. Au lieu que tout le monde fasse comme l'AFDC, c'est préparer sur le terrain, dire comment on va gagner ces élections. Mais non, il y a des gens qui vont dans tous les sens, madame. Dans tous les sens. Et vous verrez, lorsqu'on va dire aller déposer les candidatures, pour certains, ça sera d'abord trop tard. Et c'est au dernier jour qu'ils viendront vous voir, si vous avez la chance. Sinon, c'est Sonia Relais qui sera appelée pour dire, écoutez, chez nous, là, il y a une violation grave. Nous ne sommes même pas encore prêts, on nous improvise. Est-ce qu'il y a réellement cette volonté d'aller aux élections? Mais prenons le chef de l'État au mot, qui vous dit, maintenant qu'il y a un calendrier de la CENI, mais engageons-nous sur cette voie-là. Mais pourquoi ne pas les prendre au mot? Pourquoi multiplier des embûches qui eux-mêmes, à un certain moment, retardent le processus? Et quand c'est retardé, ce n'est plus la responsabilité de ceux qui ont créé des embûches. On arrive toujours à dire c'est des manœuvres dilatoires, des manœuvres pour rester au pouvoir. Décembre, c'est dans quelques mois. Investissons-nous. Ce n'est pas encore trop tard. Et la machine va s'alourdir, le processus va s'alourdir selon toujours les opposants, parce qu'il n'y a pas d'opposants sur ce plateau. Je suis obligé de mettre à par moment dans la peau d'un opposant l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Oui, merci madame. Ça, c'est la CENI qui peut répondre à cette question. Mais ce que moi j'ai suivi de la CENI, c'est que d'abord, cet enrôlement est en vue. Il y a les préparatifs qui sont suffisamment avancés. Pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, j'ai suivi notre ministre chargé des étrangers qui en a parlé. Des Congolais de l'étranger. Des Congolais de l'étranger, bien sûr. Et ils sont entrés déjà au niveau de la cartographie, n'est-ce pas, pour que nos compatriotes aussi puissent se faire enrôler. C'est une avancée et c'est à féliciter. Regardez, madame, dire quelque chose, même si ça ne vous profite pas, mais si cela arrive, on peut le dire pour l'intérêt de la nation. Il y a des paradoxes extraordinaires. Aujourd'hui, la situation économique d'un pays dépend aussi de l'image de ce pays. Mais lorsque nous nous mettons à longueur de journée à discréditer le pays, parce que quand on insulte un chef de l'État, quand on tire sur l'ensemble d'un processus électoral, méfiez-vous. Ce n'est pas Kabila qui doit répondre de ça seulement. C'est nous, pauvres citoyens, dans notre propre pays. Parce que cela effarouche les investisseurs. Ils disent non, là c'est fini, c'est la guerre. Et conséquence, il y a la crise économique. Et nous continuons à faire des pourparlers là, dans tous les sens pour rien. Voilà pourquoi, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, on devait d'abord avoir des paradigmes, des choses pour lesquelles nous tous nous investissons et pour lesquelles nous travaillons, notamment à l'image du pays. On ne peut pas, à longueur de journée, tirer sur son propre pays, tirer sur ses propres dirigeants. C'est la catastrophe.
Alors, les auteurs de ce que beaucoup considèrent comme du Congo bashing ne sont-ils pas plutôt des gens frustrés, aigris par la situation économique, la situation sociale, les difficultés auxquelles sont confrontés au quotidien la majorité des Congolais, le faible pouvoir d'achat, le chômage, la misère? Vous voulez me dire que la frustration d'un individu ou d'un groupe d'individus va au-delà des intérêts majeurs du pays? Madame, mais peut-être un petit rappel. Je pense qu'en 2007-2008, la situation du pays commençait à s'améliorer quand même. Combien sont des Congolais qui se sont déjà posé la question de dire quand est-ce que cette situation a commencé à se dégrader et pourquoi? Pourquoi? Il y a des problèmes majeurs, des enjeux cruciaux, notamment des enjeux internationaux, autour desquels aussi bien les intellectuels que les notables, les personnes et ressources de notre pays devaient s'investir, mais on ne les voit pas. On reste dans des débats du genre Vitaïmana, Wenge, tout ça, au lieu de parler des enjeux qui concernent notre pays. Des débats du genre, vous avez dit Vitaïmana, des débats aussi comme Mazembe, Lupopo, tout ça. Bruno Tshibala, Sami Badibanga, par exemple. Il y a un débat, il y a un débat entre les deux. Il y a aussi des débats pour les politiques. Non, ça, qui sera Premier ministre, qui ne le sera pas. Mais il y a déjà un Premier ministre. Ça a fait débat. Mais ça, c'est dans le passé, oui. Ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un débat entre Bruno Tshibala et C'était juste un exemple parce que vous étiez dans les exemples. Oui, tout à fait. Ils sont multiples, ces exemples de dire de débats là où les gens pouvaient se dépasser et privilégier l'intérêt national. Alors, certains de vos copains pensent au référendum. Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Pour autant que c'est constitutionnel, peut-être. Et ça portera sur quelle question? Non, c'est vous qui allez me dire, ces gens-là qui parlent de référendum, c'est à vous de me dire, puisque moi je ne les connais pas, mais j'ai dit le référendum est constitutionnel. Non, sérieusement, vous n'avez jamais entendu des gens de la majorité présidentielle évoquer... Moi, je ne fais pas les débats de référendum. Je ne fais pas... Ils le disent à la télé. Madame, moi, je suis secrétaire général de l'AFDC. Ils le disent à la télé. Je ne peux pas aller dans ce sens-là. Allez, je vais le citer. L'AFDC, s'il vous plaît, l'AFDC n'a jamais dit quelque chose sur le référendum. Alors, je préfère que vous puissiez prendre ce point de vue de la FDC. Okay. Si cela était posé comme préoccupation, nous donnerons notre point de vue. C'est vrai que même ceux qui en parlent ne prétendent pas que c'est des positions officielles de leur parti ou de votre famille politique. C'est des désirs. C'est des désirs. C'est la moindre des choses. Chaque citoyen est libre de penser, de donner son point de vue. Je ne peux pas opiner sur le point de vue des gens et consorts. Moi, je table sur des questions essentielles et sur des points de vue, n'est-ce pas, officiels. Admettons par l'absurde que ça devait arriver. Quel serait votre point de vue sur un référendum sur voulez-vous que Kabila reste ou pas? Ce point de vue sera au moment opportun. Je ne peux pas donner un point de vue sur une imagination, sur... Non, attendons voir si la question est réellement posée. Vous aurez notre point de vue en tant qu'AFDC. Je vais poser une question un peu idiote. Oui. Est-ce que vous avez lu le livre « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila » de Vital Kamerhe? Honnêtement, madame, d'abord, la question n'est pas si idiote, mais honnêtement, je ne l'ai pas lu. Ah ouais? Oui. C'est surprenant. Comment surprenant? On était obligés tous de le lire? Non, mais ça m'étonne que vous ne l'ayez pas lu. C'était... Pourquoi? C'est par honnêteté intellectuelle, madame, j'ai dit que je ne l'ai pas lu. Ah, d'accord. Mais si vous l'avez lu, qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous ne l'avez pas lu. Parce que pour vous, c'était juste une publication politique. Non, à ce moment-là, en fait, excusez-moi, j'étais plus à l'étranger pour des études, je n'étais pas au pays. Et quand je suis arrivé, c'était d'autres enjeux et je suis allé. Ah ouais, bon, d'autant plus que ce n'était pas un best-seller non plus. Je n'en sais rien, madame. Si c'était un best-seller... Je vous concède ce point de vue. Si c'était un best-seller... Je vous concède ce point de vue. Si c'était un best-seller, vous l'aurez peut-être cherché. Bon. Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, ça m'amène à cette question. Pourquoi vous avez choisi Joseph Kabila? Moi, Patrick Djanga? Ou nous, AFDC? D'abord vous, et puis le parti. Madame, moi, je fais 20 ans dans la société civile.
Je connais les Congos et je connais aussi les modes d'action des acteurs politiques, aussi bien nationaux qu'étrangers. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que, en tant qu'acteur de la société civile, je connais davantage les préoccupations de la population. Et voilà pourquoi je me suis engagé à faire de la politique d'abord, pour, d'une manière beaucoup plus, avec des actions de plus grande envergure, assister la population et participer à l'amélioration de son bien-être. Et je pense effectivement que c'est ce que le chef de l'État veut faire, a voulu faire, et c'est ce qu'il fait. Et voilà pourquoi je suis avec lui. Et quand on lui reproche ses promesses de campagne non tenues? Laquelle, par exemple? Le social. Vous savez que le social est trop globalisant. Ça veut dire... Quand on dit le social, c'est quoi concrètement? Bon, écoutez... Parce qu'à ce moment-là, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on réhabilitait les routes, il y a des gens qui disaient que les routes n'entrent pas dans le social. On ne va pas bouffer les routes. Ouais. Mais je me dis, mais on est où là? On est où là? Demandez tout économiste, tout acteur de développement, il vous dira que les infrastructures, c'est des éléments catalyseurs du social. Parce que, écoutez, vous n'aurez jamais un chef de l'État qui viendra un jour et dire à la population, chaque samedi, rangez-vous dans vos quartiers, chacun à $100. Ça n'arrivera jamais. Mais le rôle du chef de l'État, c'est d'améliorer les conditions pour que chacun, dans ce qu'il fait, il puisse se retrouver. Et c'est ça. Vous savez qu'actuellement, le plus grand employeur, ce n'est pas l'État. Malheureusement, chez nous en Afrique, peut-être les gens pensent encore à ça. Le plus grand employeur, c'est le privé. Donc, il suffit, comme le fait le chef de l'État, suivant sa vision, il suffit qu'on améliore les conditions du doing business pour qu'il y ait suffisamment d'entreprises. Et ce sont ces entreprises-là qui vont, d'une manière consistante, réduire le chômage. Ça, c'est des théories qui sont développées, qui sont connues de tous. Alors, si vous vous attendez qu'à ce moment-là, il faudrait que l'État engage 100 000, 200 000 personnes, mais pas du tout. On cherche à ce que la dynamique économique soit impulsée, et du moment qu'elle est impulsée, elle va favoriser la création de la valeur ajoutée, qui, elle, permettra à ce qu'il y ait davantage d'activités et les gens trouvent de l'emploi. Quand on parle d'infrastructure ici, on voit plus peut-être les routes. C'est vrai qu'il y a eu des réfections d'hôpitaux, des ponts, etc., etc. Ces routes, qu'elles ont changé quelque chose? Bon, ça dépend. Dans l'économie qui reste dans sa grande majorité informelle. Mais justement, écoutez, l'usage de la route n'est pas fonction du type d'économie formelle ou informelle. Et puis, ces routes-là, d'aucuns voient toujours les réalités de Kinshasa. Moi, je suis du Maniema. Il y a peu, l'année passée, les bus, je parle bien des bus, quittaient Lubumbashi et arrivaient à Kindu via Kalemi. Madame, cela a existé à l'époque coloniale. Mais quand il y a une circulation comme ça, ça permet à ce que les gens circulent, que les marchandises circulent, et quand les marchandises circulent, la production agricole circule, ça encourage les paysans à produire davantage. Voilà l'incidence en quelque sorte de ces routes-là par rapport au système économique. Alors, je vais me poser peut-être la question autrement. Pour vous, quel est l'état des lieux du bilan de Joseph Kabila? On en est là, madame? Au bilan? Parce que ça fait débat justement aussi. Mais cette fois-là, j'ai pensé que vous aviez voulu que je vous parle, n'est-ce pas, de pourquoi j'ai choisi Kabila, moi, et non pas pourquoi Vital Kamerhe a choisi Kabila, tel qu'il a dit dans son livre. Puisque cette question-là ne rentre pas dans le cadre de cette question, pourquoi vous l'avez choisi? Parce qu'il fait bien les choses, d'après vous. Oui, justement, mais le bilan, c'est précoce. Le bilan, il faut attendre un moment M pour le faire. Okay. Et nous allons le faire. Retenez déjà ça, invitez-moi, je vous donnerai le bilan. Bon, peut-être une question un peu moins costaud, pas aussi large. Comment se porte le pays sous Joseph Kabila, alors, d'après vous? Sous Joseph Kabila, il y a eu des avancées
énormes, mais il y a aussi des problèmes énormes. Madame, il y a des gens qui confondent des fois les choses. Moi, je me rappelle déjà que vers les années 90, dans ce pays, c'était difficile de savoir qui était congolais et qui ne l'était pas. Tellement qu'il n'y avait même pas de carte d'identité. Les cartes de couleur verte, là, c'était vers les années 60-70 et 80 un peu. Mais aujourd'hui, on a quand même un répertoire, là où on peut prémisse à savoir qui est citoyen congolais et qui ne l'est pas. Madame, le pays était déjà balkanisé. Ça, vous le savez très bien. Puisque le nord-ouest était une entité à part, le nord-est, une entité à part, l'est, une autre entité, et le centre et la partie occidentale, c'était une autre entité. Mais moi, je me rappelle, pour aller à Bukavu ou à Goma, il fallait passer par Nairobi. Aujourd'hui, je peux le faire sans aucun problème, madame. Je prends mon avion en Djili et je descends là-bas. Il y a des avancées même sur le plan économique, madame. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas le combat peut-être que mène le chef de l'État à ce niveau. Le tout dernier événement, je pensais que vous alliez poser une question là-dessus. Il y a eu l'Indaba, la rencontre qu'il y a en Afrique du Sud du secteur minier, avec ce débat qui est crucial. On vient exploiter nos richesses minières, mais qui en profite? Madame, vous risquez de croire que c'est seulement ici en République démocratique du Congo. J'irai très loin. Le Niger avait adopté des dispositions pour augmenter la taxe de l'exploitation de l'uranium par Areva. Je vous informe, madame, que Areva a refusé de payer. Il faut Qui en parle? Il faut s'attendre. Pensez-vous, vous savez que dans ce pays, il n'est pas admis, entre guillemets, qu'un gouvernement ou le chef de l'État dise tel gisement sera exploité par telle entreprise. Automatiquement, il y a des gens, des pays, qui disent non, vous ne pouvez pas faire ça puisqu'il faut nous consulter, voyons ce qui peut être fait. C'est des préoccupations majeures, madame. Vous faites allusion, et pendant faites allusion à la révision du code minier. Justement. Oui. Et pendant que nous faisons cela, qui a été mal accueilli. Nous-mêmes, nous sommes en difficulté par rapport à notre budget. Pendant que nous faisons cela, la culture fiscale n'est pas encore trop ancrée dans notre pays. Puisque nous tous, là, en tant que citoyens, combien d'impôts et taxes payons-nous, quand bien même que c'est contenu dans la Constitution? Mais on demande le social, on a des droits, mais quels sont nos devoirs? Le premier devoir, c'est celui-là de dire, soutenir quand même à ce que les ressources de ce pays profitent au fils de ce pays d'abord. Qui mène ce débat, madame? Qui mène ce débat? La moitié des réserves mondiales du cobalt sont en RDC, selon les statistiques. Tout à fait. Et ce cobalt qui rentre et le cobalt aujourd'hui, dans la voiture électrique. Son prix est au top. Mais quels sont les dividendes qui viennent dans le pays? Vous savez que dans l'ancien code minier, quand un investisseur vient, il investit. Il n'a pas le droit de payer les taxes jusqu'à ce qu'il rentre sur son investissement. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il reconstitue son investissement. Il y a eu une réunion qui était tenue à Goma, là où le gouvernement congolais et les entreprises minières en ont parlé clairement. À l'époque, la GECAMINE, qui était une entreprise publique, arrivait quand même à embaucher plus de 30 000 agents. Et son taux de contribution au budget de l'État était élevé. Mais aujourd'hui qu'on a moncelé, suivant les dispositions du nouveau code, si vous faites la sommation des Congolais engagés dans ces mining, on n'arrive même plus à avoir 15 000 agents. Et les rentrées fiscales, ça n'existe même pas à proprement parler, puisqu'il faut d'abord que tous ces investisseurs reconstituent leur investissement. Madame, mais les gisements partent. Les gisements partent. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il y a quand même des gens qui en parlent.
et les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est à nous, les Congolais, d'avoir quand même une lecture intelligente de ce qui se passe dans ce pays. Mais si tous les gisements partent comme ça, si toutes les ressources partent, mais qu'est-ce qu'il va rester? Et le social, là, on va les trouver comment? Nous allons rester dans le débat de dire les quelques miettes qui sont arrivées, qui a pris quoi et qu'on sort, alors que le gros du lot est parti. Et nous sommes restés là, en train de pleurnicher. Il y a le cobalt, la moitié est chez nous. Il y a aussi le coltan qui rentre dans la fabrication des téléphones. Il y a environ, depuis l'apparition du téléphone portable, si mes chiffres sont bons, 7 milliards de téléphones. Il y a un ami canadien qui s'il disait... vous plaît, 7 oui. milliards de téléphones fabriqués dans le monde. Et le coltan est exploité dans l'est du pays. Je vais ajouter plus que ça, puisque vous ne parlez que du cobalt et du coltan et consorts. Un ami canadien disait, si vous prenez les tableaux de chimie là, de Mendeleïev, tous les produits là qui sont sur ce tableau peuvent se retrouver en RDC. Mais il faut maintenant une intelligence pour convertir toutes ces potentialités en richesse réelle. Et il y a des Congolais qui sont engagés à cela. Mais lorsque on vous dit, vous ne pouvez pas le faire. Qui dit ça? Il y a des parrains, entre guillemets, qui disent qu'il faut nous laisser, nous, c'est nous, vous savez, il faut comprendre ça. Mais c'est ça le problème. Mais les Congolais, nous faisons quoi dans notre propre pays? Même au niveau de l'environnement. Mais quels sont les principes édictés par la communauté internationale auxquels nous sommes partis? Mais il y a des pays qui polluent l'environnement, qui sont bien connus, et que des dispositions sont prises contre ceux qui polluent. Par contre, si vous osez dire, non, écoutez, moi je vais faire la culture de canne à sucre, je vais faire la culture de pommes de terre, surtout du soja, qui demande des grandes envergures, vous vous dites, mais il faut faire attention parce que l'humanité est en danger. Mais on connaît la guerre du pétrole, comme au Koweït, en Libye, mais ici chez nous, on a la guerre du cobalt, la guerre du coltan et des autres minerais, vous pensez? Je ne pense pas, c'est démontré, madame. C'est démontré que peut-être, pas peut-être, l'un des problèmes du Congo, c'est aussi ses potentialités. Et quand les gens viennent chez nous, en RDC, ils ne vous disent pas que nous venons chercher tel ou tel produit. Et là, j'ai toujours observé, malgré moi, les médias. Tout partenaire qui arrive, vous êtes le premier à lui tendre le micro et lui dire « Qu'est-ce que vous apportez en RDC ?» Et les gens ne posent pas la question de savoir, mais vous, là, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? C'est une question un peu idiote. Qu'est-ce que vous apportez en RDC? Mais justement, vous comprenez, mais vous pensez que tous ceux qui viennent sont là seulement pour apporter? Non, pas du tout. Au niveau de relations internationales, la philanthropie n'existe pas. Il n'y a que les intérêts qui prévalent. Si vous voyez quelqu'un venir en RDC, s'intéresser davantage, posez-vous la question de savoir pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de vous. Non, sinon il n'y aurait pas la colonisation, il n'y aurait pas l'esclavage et consorts. La néocolonisation aussi. Tous ces exploitants mafieux, pas tous, viennent ici souvent déguisés en ONG internationale. Aujourd'hui, on a vu ce scandale sexuel de Oxfam en Haïti. Après le tremblement de 2010, la directrice générale d'Oxfam a démissionné. La Grande-Bretagne a suspendu son aide à Oxfam. Ça donne la mesure de ce que sont les ONG internationales à travers le monde. Et la plupart de celles qui sont dans l'est du pays sont en réalité, j'ai lu un livre, Sarko dans l'avion, je ne sais pas si vous le connaissez, où l'auteur qui était un pilote d'un avion qui opérait donc dans l'est du pays pour ces ONG avait écrit noir sur blanc que la plupart étaient dans le trafic des minerais dans l'est. Et celui qui ose s'élever contre là, il signe son arrêt de mort. Madame, vous avez touché un point essentiel, mais cela est vécu dans ce pays. Mais d'abord, par principe, où a-t-on vu à travers le monde un pays être développé par les ONG? Il y en a plein ici.
Il y en a plein. On a tout ici. Parce qu'ils pensent que c'est le Far West ici. Et si vous osez réglementer, écoutez, Haïti n'est pas la RDC. Si vous osez réglementer, c'est par un autre bout qu'on va agiter par Congolais entreposés. Mais, bref, c'est des préoccupations autour desquelles le Congolais devait s'appesantir. Savoir comment sortir de ce bourbier. Et non pas passer à longueur de journée, comme je l'ai dit tantôt, dans des débats de tout genre. Comme disait Feu Munguludiaka à l'époque, il disait, mais écoutez, le camion là est en panne. Vous dites, il suffit de changer les chauffeurs pour qu'il roule mieux. Le problème, c'est le Congolais. Nous avons des préoccupations majeures autour desquelles nous devrions nous unir et savoir comment les affronter. Pour affronter ces ONG qui font du trafic des minerais dans l'Est, il faut avoir, bon, passez-moi l'expression, les couilles, hein, sinon vous êtes un homme mort. Joseph Kabila, il y a des gens, Laurent Désiré Kabila, on a fait les frais. Il y a des gens qui sont conscients de ça, mais cela passera par ça. On va éliminer. On a commencé par d'abord par les Kimbangu, les Lumumba et comme ça. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Tout à fait. Et il y aura d'autres qui vont mourir pour cette cause-là. La MONUSCO aussi a été impliquée à plusieurs reprises dans le trafic des minerais. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, est déjà passé à la télévision justement pour montrer des grosses prises de minerais clandestins dans des véhicules de la MONUSCO, justement. Madame, il n'y a que vous et moi qui pensons que... Et ces ONG. D'abord, les ONG et la MONUSCO, elles sont toutes l'émanation de la communauté internationale. Qu'il viendrait ici en RDC uniquement pour notre intérêt à nous. Non. C'est des réalités politiques tangibles. Même lorsqu'on dit il y a les forces des Nations Unies, il y a les casques bleus qui arrivent. Pourquoi il y a de tels pays et non de tels autres? Pourquoi tel pays envoie tel effectif et non pas tel autre effectif? C'est des enjeux autour desquels les Congolais devaient se mettre d'accord. Ne fût-ce que pour cela. Non pas chercher cette légitimité, une légitimité d'action politique dans le pays à travers la même communauté internationale, qui, elle, en principe, devait être là pour nous accompagner. Pour nous accompagner. Mais lorsque nous pensons que nous-mêmes, là, nous pouvons abdiquer, nous-mêmes, hein, de tous bords, nous pouvons abdiquer et laisser place libre à cette communauté internationale pour qu'elle agisse, mais elle va agir en fonction de ses intérêts. Et pourquoi pleurons-nous après? On va terminer par ce gros plan sur l'FDC, votre parti. Vous en êtes le secrétaire général. L'autorité morale, c'est Modeste Bati Lukwebo, plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, il est au plan, c'est ça? Tout à fait. Il est ministre d'État au plan. D'accord. Alors, l'FDC est un parti qui a gravi les échelons, hein, parti de presque rien. Aujourd'hui, il a un groupe parlementaire. Et ça, c'est pas rien non plus. Comment vous avez réussi? Il n'y a qu'une seule recette, madame. C'est d'abord la bonne volonté et le travail. Je dis bien le travail. Si je vous montre dans mon téléphone, à 5 heures du matin, j'avais les instructions de ma hiérarchie. Non, à minuit 50 minutes, j'avais les instructions de ma hiérarchie et j'ai travaillé. Mais lorsque nous pensons qu'un parti politique, il suffit de faire quelques passages chez vous, à la télévision et consorts, mais pensez-vous que... Et de se fabriquer des drapeaux. Tous les gens qui sont à Kizanvouété, qui sont en Ituri là-bas, tous ils suivent la télé. À Kinshasa, on a 6 millions d'électeurs, mais la globalité des électeurs en RDC, c'est 46 millions. Vous comprenez? C'est savoir quelles sont les préoccupations de la population et aller vers ça. Les drapeaux. J'étais heureux
que lors du passage du secrétaire général de la majorité présidentielle au siège de notre parti, qu'il ait déclaré quelque chose. Voici ce qu'il a dit. Il dit, mais avant, nous pensions que l'AFDC, c'était seulement une question de drapeau. Et il a témoigné en disant, lui a vécu. Il est allé dans les Kwango et dans les Kwilu. Il affirme que dans l'AFDC, il n'y a pas que des drapeaux, mais ces drapeaux sont installés par quand même lui a parlé de petits leaders sur le terrain. Mais je ne sais pas quel est ce pays, on va prendre les drapeaux, les balancer en l'air pour qu'ils commencent à s'implanter. Madame, derrière ça, il y a un travail de fond. Et je souligne, et c'est ce travail-là qui permet à ce que l'AFDC atteigne le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Et pour nous, nous sommes allés aux élections de 2011, 8 mois après notre existence. Mais aujourd'hui que nous venons de passer environ 7 ans, maintenant c'est la 8e année, il est question pour nous d'étoffer davantage de stratégies, de redoubler d'efforts pour que notre représentation soit davantage confirmée dans les institutions de la République. Après les élections de 2011, vous en étiez à un peu moins de 20 députés. Aujourd'hui, tout un groupe parlementaire, ça veut dire entre 35 et 40, c'est ça? Plus de 40 députés pour le groupe parlementaire AFDC et alliés. C'est quoi le miracle? D'abord, il y a la personnalité de l'autorité morale lui-même qui captive. Hein. Parce que M. Bahati, il négocie avec ses collègues politiciens et il arrive à les convaincre. Voilà pourquoi ils se sont joints à lui. Maintenant, par exemple, avec le seuil de représentativité, madame, il y a des partis politiques qui sont distraits. Donc de 18 députés à 40. Oui, 18 députés pour l'AFDC et plus de 40 pour, n'est-ce pas, les groupes AFDC et alliés. Je parlais du groupe parlementaire. Oui. Mais les projections, mais nous devons aller au-delà. Parce que si nous n'allons pas au-delà, ça sera un échec pour nous. Et il y a une autre particularité, madame. Tous ces 18 députés ne sont pas d'un coin de la République. C'est 18 députés parsemés dans les différentes provinces de la RDC, aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Donc, c'est une donne très importante. Vous pouvez avoir un parti politique qui a 20 députés, mais tous d'un même coin. Mais pour la FDC, ce n'est pas le cas. Nous portons les valeurs, nous portons les aspirations de tous les Congolais, quelle que soit leur province, et chez nous, ils ont de la place, notamment les femmes. Hein, elles sont les bienvenues pour qu'on travaille ensemble et qu'on améliore davantage les conditions existentielles de la population congolaise. C'est où le fief, le plus grand fief de l'FDC? C'est à Bukavu? L'ensemble du territoire national. À Bukavu, chez Bahati Lukwebo, ça. Madame, je vous dis, c'est l'ensemble de la RDC. Il faut quand même reconnaître que c'est là le plus grand vivier, non? Moi, je vous dis que ce n'est pas Bukavu. Bukavu et Kabare restent comment dirais-je, le vivier naturel de M. Bahati Lukwebo. Mais qu'est-ce que nos députés de Bandundu peuvent dire? Parce que quand même, nous avons eu des députés nationaux au Bandundu. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Que diront nos députés du Nord Kivu, du Maniema, du Katanga, si vous commencez à saucissonner comme ça? Le vivier de l'AFDC, c'est l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors, un parti politique, c'est une affaire de tête d'affiche. Des politiques qui ont construit une carrière et qui sont vos têtes d'affiche? Non, d'abord, notre tête d'affiche, c'est Bahati Lukwebo. Et il est parvenu à réunir autour de lui beaucoup d'acteurs de la société civile, comme je l'ai dit tantôt, dont moi-même. Et ces acteurs de la société civile sont des acteurs de terrain. Ils connaissent les Congo profonds. Et voilà pourquoi, chacun dans son coin, il arrive quand même à être écouté. Madame, c'est puisque on n'a pas vraiment le temps, on pouvait même illustrer. Dans l'AFDC, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi un projet de société qui attire, qui captive. Et ce projet, nous l'avons mis sur Internet. Et nous avons demandé à tout le monde de pouvoir le critiquer. Puisque ce n'est pas le projet de société de Bahati. C'est un projet de société porté par l'AFDC, mais qui vise l'amélioration du Congo. C'est ainsi que tout celui qui a un point de vue peut l'émettre et nous l'analysons
S'il est conforme à notre vision, nous l'intégrons. Voilà pourquoi notre projet de société captive et attire davantage de compatriotes. Malgré ce merveilleux projet de société, il avait échoué aux élections législatives de 2011. Il qui? Bahati Lukwebo. Mais il est député national, madame. Dans la législature passée. Non, même en 2011. C'est pour votre information. Ah. Quand les listes étaient sorties, c'est vrai qu'on a dit qu'il n'a pas échoué. Et il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Après vérification, on a constaté qu'il a gagné hors les mains les élections. C'est d'abord un élu des Kabare. C'est pour votre information, madame. Ah oui, j'en étais à cette information qu'il avait échoué en 2011. Bahati a gagné les élections à Kabare. Ah. Oui. Après le contentieux électoral. Tout à fait, tout à fait. Ah, d'accord. Alors vous-même, vous serez candidat? Naturellement. Je serai candidat chez moi au Maniema. Pourquoi là-bas? Mais c'est là où, quand même, je mène des actions. Moi, je suis un acteur de la société civile. Je suis déjà arrivé à ériger des écoles là-bas. Il y a des gens qui me connaissent. J'ai étudié là-bas. J'ai des amis là-bas. Je ne peux pas prétendre battre campagne à Kinshasa au stade actuel, puisque je vois là où mes chances sont énormes de pouvoir être élu. C'est ma circonscription naturelle. Je ne peux pas y échapper, madame. Alors, on a terminé. Une conclusion. La conclusion, c'est de dire aux Congolais de se prendre en charge. Mais de se prendre en charge d'une manière lucide. Et de suivre ce que dit la Bible. Puisque la Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de votre voisin, mais enlevez d'abord cette poutre-là qui est bien ancrée dans votre œil. Voilà ce que je peux dire aux Congolais, madame. Là, c'est une pique à qui? Aux Congolais. Non, mais ils vous ont rien fait, les Congolais. Vous avez. Non, moi-même, je suis Congolais. Cela veut dire que ça me concerne aussi. Vous avez une cible précise. C'est le Congolais. Sinon, ça sera la langue je de vous bois. l'ai dit depuis le début, c'est le Congolais. Prenez-le comme vous voulez, mais je sais que ce n'est pas la langue de bois. Alors, c'est le Congolais. Où voulez-vous en Pourquoi venir, est-ce que le Congolais veut toujours que l'autre change et que lui-même, il se prépositionne parmi les meilleurs, parmi les gens... Pas du tout. Il faut toujours se remettre en cause. De cela dépendra aussi les sorts de notre pays. Si vous vous dites toujours que c'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez tout, mais c'est un problème. Et or, c'est ça l'apanage du Congolais. Que vous êtes, que je suis. Donc Patrick Djanga, candidat député national, et Modeste Bahati Lukwebo, candidat député ou candidat président de la République? Je m'appelle Patrick Djanga. Et cette question devrait mieux être posée à M. Bahati Lukwebo. C'est l'autorité morale de votre parti. Puisque, en ce qui concerne... Mais, suivez-moi, madame. En ce qui concerne les législatives, c'est tout à fait normal qu'il aille poser sa candidature dans sa circonscription. Mais quant au candidat président de la République, l'AFDC suivra les mots d'ordre de la majorité présidentielle, notre famille politique. Ben, il y a ce qu'on appelle des dauphins. Hein. Ben, on le cite parmi les dauphins. Il a envie d'être président de la République ou pas? Est-ce que vous en parlez? À qui faites-vous allusion quand vous dites on cite? Est-ce que vous en parlez? Ou c'est une question tabou? Le on, c'est qui, madame? Je voulais bien comprendre. Est-ce que vous en parlez? Le on, c'est qui? C'est on qui cite. Vous répondez à ma question et je réponds à la vôtre. Madame, ne vous mettez pas à la place de la majorité présidentielle. Laissez la majorité présidentielle travailler et au moment M, il y aura un temps pour le dépôt des candidatures et la majorité présidentielle va déposer la candidature au poste de président de la République. Ok. Et vous voterez pour qui? Mais comment voulez-vous que je vote déjà aujourd'hui pendant que je ne connais même pas encore les candidats? Ben oui. Mais au niveau de l'élection présidentielle, tout naturellement, je voterai pour les candidats de la majorité présidentielle, mon regroupement politique. D'accord, je pose autrement la question. J'essaye, même si peut-être que vous n'allez pas y répondre. Qui a le profil? Vous savez que le profil dépend de celui qui l'élabore. Il n'y a pas un profil général. Nous, la majorité présidentielle, nous allons dégager notre profil, le profil de notre candidat à président de la République. Et à ce moment-là, nous allons voir qui remplit ce profil et puis nous allons présenter sa candidature. Ok.
Merci beaucoup, Patrick Djanga, d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici, secrétaire général de l'FDC. L'FDC, c'est le parti de Bati Lukwebo, ministre d'État, ministre du Plan, parti de la majorité présidentielle. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant ça, en rediffusion, demain, jeudi, 7h15, vendredi également à 7h15 et tout à l'heure à 21h30 sur le B1 local. Avant de nous dire complètement au revoir, le selfie, je vais aller vers lui. C'est sur quelle caméra? On sera là? D'accord. Voulez-vous sourire gentiment? Oh, je le ferai très volontiers. D'accord. Merci. Merci aussi.